Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Cet épisode de Chronique est soutenu par Lily, un laboratoire engagé pour améliorer le quotidien des personnes vivant avec une maladie chronique. L'obésité est une maladie complexe, bien plus qu'une question de volonté, et mérite une prise en charge adaptée. Lily s'investit aux côtés des patients pour mieux comprendre leurs besoins et développer des solutions qui peuvent vraiment faire la différence. Parce que chaque personne mérite un accompagnement bienveillant et efficace. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à l'obésité. Aujourd'hui, je reçois le docteur Jérôme Loriot, chef de service de chirurgie digestive de l'hôpital Paris Saint-Joseph et de l'hôpital Marie-Lannelongue. Avec son équipe de diabétologues et d'endocrinologues, il accompagne chaque jour des patients en situation d'obésité. Le docteur Loriot a accepté de participer à cet épisode de manière bénévole afin de partager son expérience et de contribuer à une meilleure compréhension de la prise en charge de cette maladie en France. Dans cet épisode, nous faisons le point sur la prise en charge de l'obésité, une maladie reconnue, définie par un indice de masse corporelle supérieur à 30, mais encore insuffisamment prise en charge par le système de santé. L'obésité n'est pas une question de poids, c'est une maladie chronique, complexe, qui évolue dans le temps et peut entraîner d'autres pathologies, comme le diabète, l'hypertension ou certains cancers. Le docteur Loriot nous explique comment la Haute Autorité de Santé, HAS, encadre désormais cette prise en charge avec des recommandations actualisées. Un parcours progressif, personnalisé, où le médecin traitant joue un rôle clé pour orienter, accompagner et prévenir. L'objectif ? Offrir à chaque patient un suivi adapté, global et bienveillant, loin des réponses toutes faites. Nutrition, activité physique, accompagnement psychologique, chirurgie bariatrique. Nous évoquons l'ensemble des solutions possibles, mais aussi les limites et les espoirs d'un meilleur accompagnement. Car comme le rappelle le docteur Loriot, le succès repose avant tout sur la motivation du patient, soutenu par une équipe à l'écoute et en confiance. Je vous laisse sur notre discussion et vous souhaite à toutes et à tous une excellente écoute. Eh bien, bonjour docteur Loriot. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Cet après-midi, on va parler du coup de l'obésité dans le cadre de notre saison dédiée sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez commencer déjà par vous présenter et nous dire ce qui vous a amené à travailler dans la prise en charge de l'obésité ? Alors, je suis le docteur Loriot, je suis chef de service de chirurgie digestive des hôpitaux Paris Saint-Joseph et Marie-Lannelongue. Et il y a maintenant de nombreuses années qu'on a créé avec nos confrères de l'hôpital, essentiellement les diabétologues endocrinologues, mais beaucoup d'autres spécialistes, un centre de l'obésité qui propose des prises en charge tous azimuts. On va en reparler, des patientes et des patients en situation d'obésité. Chouette, merci. Donc on va commencer par, du coup, comprendre un peu la prise en charge, en France de l'obésité. Quelle est aujourd'hui justement la reconnaissance de l'obésité en tant que maladie chronique, en France ? Alors aujourd'hui, quand on parle de maladies chroniques, on fait souvent l'association avec, vous savez, ces maladies qui font l'objet d'une prise en charge à 100 pour leurs soins par l'assurance maladie. Donc aujourd'hui, l'obésité en tant que telle et l'obésité, on peut en parler aussi, c'est une définition. L'obésité, c'est pas quelque chose d'abstrait, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui a défini ce que c'est que l'obésité. L'obésité, c'est quand on a un indice de masse corporelle. Pour calculer l'indice de masse corporelle, on divise le poids par la taille 2 fois, enfin au carré, c'est le poids divisé une fois par la taille, puis à nouveau divisé par la taille, on obtient un chiffre. Et quand ce chiffre il est supérieur à 30, on est en situation d'obésité. Et plus ce chiffre va être grand, et plus on va avoir une obésité qu'on appelle grave. Et donc pour revenir à votre question, l'obésité en tant que telle, c'est une maladie reconnue, définie, mais qui ne fait pas partie de ces maladies avec prise en charge à 100% de tous les soins par l'assurance maladie. Mais l'obésité, elle génère d'autres maladies qui, elles, sont des maladies chroniques. On peut parler d'hypertension, on peut parler de diabète, on va parler de pathologies vasculaires, de cancer. Et ces complications de l'obésité, elles vont faire l'objet effectivement de ces prises en charge à 100% par l'assurance maladie.
Donc c'est Super. bien une maladie Mmh. chronique parce que c'est une maladie qui se déclare pas en quelques jours, et c'est une maladie qui évolue avec le temps, donc qui a besoin de soins prolongés, donc elle est chronique, c'est la définition des maladies chroniques au sens médical. Par contre, au sens, j'ai envie de dire, administratif, bah non, il y a pas de remboursement à 100 pour l'obésité, mais il y a certaines de ces complications qui sont prises en charge à 100. Le but étant dans le soin de l'obésité de ne pas arriver à ces complications, bien sûr. Ouais, totalement et justement par le fait qu'elle soit, reconnue comme une maladie, la HAS a fait des recommandations, j'imagine justement sur la prise en charge, des patients qui sont en situation d'obésité? Ouais, absolument. Alors, c'est une histoire un peu ancienne, hein. C'est pas aujourd'hui que depuis aujourd'hui qu'on s'intéresse en France, et que la Haute Autorité de santé s'intéresse à l'obésité. Il y avait des premières recommandations qui, de mémoire, datent de 2009. Elles ont été mises à jour récemment, l'année dernière et effectivement, c'était pour essayer d'organiser et de tenir compte de toutes les avancées qu'il y avait pu avoir depuis 2009 et mettre à jour, ces recommandations de pratique. Aujourd'hui en France, c'est tellement important, c'est tellement un problème de santé publique. Pour vous donner une idée, c'est si on additionne surpoids et obésité, donc tous les patients qui ont un indice de masse corporelle supérieur à 25 ou supérieur à 30, c'est plus de la moitié de la population. Donc c'est devenu un problème vraiment de santé publique en France. C'était pas le cas il y a 20 ans et on est en train d'arriver, en France dans des données, de pathologie qui avoisinent en fait ce qu'on voyait dans le temps dans les pays d'Amérique du Nord. Donc on rattrape malheureusement un retard qu'on aurait bien aimé jamais rattraper, Ouais, c'est mais ça. heu, mais là il faut agir. Ouais et justement dans la partie, action et agir, est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe en fait des parcours obésité et comment ils s'organisent, actuellement? Oui, ce qu'a voulu, faire la Haute Autorité de santé, en réorganisant les choses, ça a été de hiérarchiser un peu, de faire une espèce de riposte graduée à la situation d'obésité. Mmh. En remettant comme souvent, hein, dans ces parcours de soins, le médecin traitant au centre de la prise en charge, en disant: «Bon, bah, quand c'est débutant, qu'il y a pas encore de complications et qu'on est au début du parcours de lutte contre l'obésité, bah, c'est le médecin traitant qui est le relais et qui va orienter». On va parler, je crois, après de la prise en charge multidisciplinaire, mais qui est un peu Mmh. le chef d'orchestre. Il va Ouais. orienter le patient pour essayer d'enrayer le phénomène et puis, de remédier, tout de suite, aux causes de l'obésité. Puis plus ça va aller et plus, la situation va s'aggraver et si par exemple des complications sont déjà apparues ou bien si on est dans une situation d'obésité extrême, bah, là on va avoir des réponses avec des spécialistes, puis voir des chirurgiens, dans cette, assemblée de spécialistes qui peuvent être amenés à intervenir. Donc c'est quelque chose vraiment de progressif pour que tout le monde se retrouve pas, par exemple, devant un chirurgien Ouais. parce que clairement, il faut pas Mmh. aller voir le chirurgien dans toutes les situations d'obésité. Clairement, il faut pas avoir recours à certains médicaments parce qu'on n'en a pas forcément besoin et donc s'il faut être accompagné au mieux et ce qu'a voulu la HAS, c'est de dire, bah, vous guidez un peu les patients en disant: «Bah, vous, dans votre situation et bah, c'est plutôt le médecin traitant ou bien c'est plutôt le spécialiste qui va être votre interlocuteur». OK, ça marche. Donc ouais, tout va dépendre de chaque personne et c'est tout d'abord le médecin traitant qui va orienter vers les bons spécialistes. Ce que vous dites est très important parce que quand on rencontre des patients en situation d'obésité, bah, forcément autour d'eux, ils ont eu un proche, un ami, une connaissance, une relation professionnelle qui a été dans une situation d'obésité, qui leur a dit: «Ah bah, moi j'ai fait comme ça et puis ça a marché ou ça a pas marché d'ailleurs» Tout et à fait. donc de cette expérience-là, ils vont essayer d'en calquer leur propre expérience. Alors soit ça a pas marché, ils vont faire autre chose, soit ça a marché, ils veulent faire la même chose et c'est pas la bonne situation, c'est pas la bonne solution parce qu'en fait, l'obésité, c'est quelque chose qui apparaît pas comme ça. Il y a multiples, choses qui vont concourir à générer cette maladie et c'est en menant cette enquête, que le médecin, qu'il soit spécialiste ou généraliste, va essayer de comprendre le mécanisme. Pourquoi on en arrive là et comment on y remédie et il y a pas de remède miracle. Ouais, c'est ça et c'est vrai que ce qui revient aussi pas mal sur ma patho en question, c'est, et vous en parliez tout à l'heure, c'est que l'obésité peut engendrer, d'autres pathologies comme l'hypertension, le diabète, certains cancers. À partir de quel moment, justement, cette prise en charge, elle se fait justement? C'est quand le médecin traitant oriente vers les spécialistes, c'est à ce moment-là qu'eux font un check avec les patients? Ouais, le quand le médecin traitant, va par exemple chez une pati un ou une patiente en situation d'obésité de longue date, constater qu'il y a une hypertension artérielle en lien avec l'obésité qui s'est installée ou un diabète de type 2, bah, il faut trouver une solution là, bien sûr, on peut traiter la maladie, la comorbidité, on va dire. On va traiter l'hypertension, on va traiter le diabète et puis s'il y a que ça, peut-être qu'on va en rester là. Mais quand même, traiter la cause,
c'est au moins aussi important que traiter juste les symptômes de la maladie. Et pourquoi? Parce que si on laisse persister l'obésité alors qu'on a le diabète, bah, peut-être après on va avoir, la deuxième comorbidité qui va apparaître. On a la hypertension ou on aura un cancer qui est favorisé par l'obésité. Donc, enrayer le phénomène, c'est, stopper la première maladie qui est déjà apparue, mais surtout éviter celles qui vont arriver après. Parce que c'est un peu quasi mathématique malheureusement avec le temps. Et plus ça va aussi, une autre tendance, c'est que plus ça va et plus on voit des patientes et des patients en situation d'obésité jeunes, et c'est encore plus grave parce qu'ils ont une longue vie devant eux et donc ils ont malheureusement tout le temps de voir apparaître toutes les maladies. Quand on est obèse, tard dans la vie, ben, c'est pas bien, c'est triste pour, l'apparition des maladies, mais peut-être on a un peu moins de temps, pour qu'il y ait des maladies, associées qui se développent. Par contre, quand on est très jeune, bah, là, il va falloir toute la vie éviter tout ça, donc il faut enrayer le phénomène le plus tôt possible. Ouais, OK, très bien. Et justement, l'obésité, elle inclut du coup une prise en charge pluridisciplinaire, donc avec, une multitude de professionnels de santé qui entrent en jeu. Et c'est vrai qu'il y a certains patients qui sont un peu perdus parce que justement, on a déjà eu des questions, de cet ordre-là de, «Je dois aller voir un gastro? Est-ce que je dois aller voir un endocrino? Est-ce que du coup c'est un chirurgien digestif? Enfin, qui dois-je aller voir?» Ouais, d'où l'intérêt, hein, de ce que disait la chaise, de remettre Mmh, le médecin traitant. c'est ça. Alors ils ont beaucoup de les médecins traitants, c'est difficile pour eux parce que, à chaque fois qu'il y a un problème de santé publique en France, on dit, «On va passer par le médecin traitant». Alors c'est bien et c'est pas bien parce que, bien sûr, c'est des acteurs incontournables, c'est le médecin de tous les jours, c'est celui qui vous connaît le mieux. Mais, Mmh, le pauvre, il a tellement déjà de travail c'est ça. que c'est pas facile pour lui de charger la barque, en plus. Et puis l'obésité, heu comment? Ça demande du temps, quoi. On met pas ça, enfin, dans les il y a souvent une histoire de vie derrière, il y a un Totalement. parcours. Et alors le médecin traitant, c'est sûr, on lui confie plus facilement sa vie que quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on va découvrir, un spécialiste, un endocrino, un chirurgien. Mais quand même, il faut du temps pour ça, pour raconter tout ça. Et c'est pas toujours facile pour eux. Donc ouais, il est bien sûr, c'est la première étape. Et puis après, ben, lui, il doit essayer de sentir un peu, comment il faut orienter les choses. Vous voyez, par exemple, chez un ou une patiente qui va avoir, 32 d'indice de masse corporelle, il va peut-être pas avoir d'emblée le même, réflexe ou y orienter vers les mêmes spécialistes que quelqu'un qui arrive avec 55 d'indice de masse corporelle, où là, il y a déjà une situation installée complexe, avec peut-être déjà des recherches beaucoup plus poussées de comorbidité. On va avoir besoin, quand il y a des obésités très sévères, ça va pas se faire avec, un rééquilibrage diététique et de l'activité physique. Là, il va falloir vraiment des aides, complémentaires. Donc c'est pas la même approche. Et là, c'est le rôle vraiment des premiers interlocuteurs. Alors je vous dis, le premier, c'est le médecin traitant. Ça peut être un endocrino qu'on va voir, ou un médecin nutritionniste. Mais cette première orientation, elle est capitale. Nous, dans le centre de l'obésité, quand on rencontre les patients pour la première fois, on les voit à 2 avec un endocrino, et notre première mission, c'est, justement d'échanger avec le patient au cours, d'un entretien, et puis de faire un peu ce parcours de vie et de lui dire: «Bon, bah, nous, comme ça, hein, c'est notre première idée, peut-être on se trompe, on va se revoir, mais on pense que vous, c'est plutôt dans cette direction-là qu'il faut aller». Et ce temps-là d'échange, il est très important parce que d'emblée, vous avez des patients qui vous disent: «Bah, de toute façon, moi, j'ai tellement peur de la chirurgie, je veux jamais me faire opérer». Et bah, il faut en tenir compte, il faut adapter le parcours. Et puis, il y en a certains qui vous demandent d'emblée de la chirurgie, alors qu'il faut plutôt les décourager parce qu'ils sont pas dans les cadres. La Haute Autorité de Santé, elle a fixé aussi, un cadre très strict pour que ça réussisse, la chirurgie. Donc ces premiers échanges et cet, accompagnement, bah, il est essentiel. Et chaque cas est unique et tout va se faire justement en fonction du parcours, de la personne et Et ce ce par et et ce parcours, il se construit, sur le long terme et en confiance, parce que, je vous le redis, hein, ouais, ce travail, l'obésité, c'est d'abord la situation d'obésité, c'est d'abord un travail sur soi. Je veux dire, nous, on est des gens, on est là pour aider. Que ce soit un médecin qui va donner des médicaments, les nouveaux médicaments là qui, au début étaient des médicaments inventés, pour le diabète, et puis qui, montrent, des efficacités spectaculaires, hein, on les prescrit bien sûr en accompagnant nos patients, mais que ce soit, ces médicaments-là ou que ce soit la chirurgie, il y a pas de re on est c'est que qu'une petite aide. Parce que la chirurgie, ça va être 30, enfin, 45 minutes, 1 heure dans la vie d'un patient, un petit séjour hospitalier, mais c'est rien à côté de tout ce qu'il va y avoir après pour maintenir les résultats obtenus. Et les médicaments, c'est pareil. Les médicaments, on les donne,
et puis à un moment peut-être on les arrête et qu'est-ce qui se passe après? Est-ce qu'on a pu travailler sur les raisons pour lesquelles on en était arrivé là? Sans tout ça, je crois que c'est un échec et une récidive assurée, quoi. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est que le soutien psychologique est je sais pas s'il est nécessaire pour chaque personne, mais il permet justement d'éviter ces effets yo-yo qu'on entend beaucoup parler de patients qui nous disent: «Bah, OK, j'ai perdu, beaucoup de kilos, mais en fait, j'ai tout repris quelques mois après parce qu'en fait, j'avais pas travaillé sur les sujets de fond, finalement». Bah, le sujet le mot psychologie en France, il reste, malheureusement un peu tabou. Dès qu'on Mmh, parle de santé mentale au sens large, c'est encore un mot interdit en France parce qu'on a l'impression qu'on se fait traiter de fou et quand on est en situation d'obésité, qu'on passe déjà la porte d'un médecin, d'un cabinet médical, c'est déjà, comment? C'est déjà se mettre un peu à nu et c'est déjà se ouais, dévoiler. Et si en plus, on vous dit: «Ben, il va falloir aller chercher quelque part des raisons, on va discuter ensemble pour lesquelles on en est là» et il y en a forcément une petite partie, une grosse partie qui est psychologique, bah, c'est pas facile. Encore une fois, je vous le dis avec quelqu'un que peut-être qu'on connaît pas, qu'on connaît, depuis peu de temps et donc il faut du temps pour ça, il faut de la confiance qui s'établit et puis il faut ce travail d'introspection, il faut avoir envie et pour le patient, il faut avoir envie parce que c'est aussi parfois aller chercher dans des souvenirs douloureux qu'on n'avait plus envie d'avoir. Hem, totalement. donc c'est super difficile, hein. Ça peut être un passé traumatique, hein, vraiment, on a enfoui ça sous en fait, on peut avoir enfoui ça au plus profond de soi-même et puis, ben, le corps, il a réagi en s'adaptant avec, cette situation d'obésité qui est finalement une échelle, enfin une béquille qui apporte quelque chose, au corps et là, on se dit qu'on va enlever la béquille, quoi et qu'est-ce qu'on fait si on n'accompagne pas psychologiquement le patient, quoi? Il va s'effondrer et on voit ça parfois, hein. Moi, on a déjà eu des patients qui, une fois qu'on les avait opérés et donc qui n'avaient plus ce soutien que représente l'alimentation parce que, clairement, il faut dire que la chirurgie, ça empêche de manger, hein. C'est un des buts de la chirurgie. Ben, ils s'effondraient et ils sombraient dans la dépression grave, parfois très, très grave, avec même des tentatives de suicide et donc la psychologie, elle est vraiment au cœur de la prise en charge avant, pendant et après. Mmh. Ouais, c'est, très, très important, justement, d'être suivi sur ces Mmh. sujets-là et est-ce que justement dans le cadre de cette prise en charge, il y a le rôle aussi de, bah, du coup, de la nutrition, on en parle. Est-ce que justement un accompagnement avec un médecin nutritionniste, avec un diététicien, c'est des sujets justement qui sont importants sur, bah, comment, je sais pas, créer une assiette saine, équilibrée? Est-ce que c'est des sujets qui sont justement, pertinents à avoir pendant ce parcours? C'est indispensable. Alors, pour en revenir à ce qu'on disait, c'est que cette prise en charge, la prise en charge financière, aujourd'hui, elle n'est pas, garantie, par l'assurance maladie en situation d'obésité. C'est un problème, hein, parce que tout ça, ça coûte de l'argent. Il y a vous savez, le forfait qui permet d'avoir des consultations psychologiques régulières dans l'année, qui au début n'était pas fait du tout pour les patients en situation d'obésité. C'est quand même une vraie aide parce qu'ils peuvent accéder à ce dispositif d'avoir des consultations psychologiques, remboursées. Et donc ça, c'est un plus. Côté nutritionniste, diététicien, c'est pas encore réglé et il y a pas de remboursement, hein, sauf, avec quelques mutuelles qui remboursent 1 ou 2 consultations par an C'est et ça. c'est souvent pas assez et oui, bien sûr, pareil, la nutrition, c'est une des clés, majeures de la lutte contre l'obésité, heu, juste parce qu'on se rend pas compte tous, des conneries qu'on fait en mangeant et moi le premier, hein. J'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, en discutant avec les diététiciens avec qui je travaille et c'est vraiment des erreurs de quotidien des Mmh. bêtises qu'on fait, qui vont avoir un impact finalement sur notre santé au sens large. Parce que la nourriture n'a pas d'impact que sur le poids et donc ça fait du bien à tout le monde de travailler sur ce qu'on mange. Donc ouais, il y a l'accompagnement, il y a l'analyse de d'où on part et puis, le cheminement, on fait pas des virages, à 180° tout de suite, hein, on résout pas tous ces problèmes, donc il y a besoin d'un vrai suivi. On fait pas, c'est pas avec 2 consultations chez un diététicien qu'on y arrive. Il y a même des centres qui, accueillent les patients pendant plusieurs jours en hôpital de jour, qui leur font des cours de cuisine, parce qu'il faut réapprendre tout ça. Je vous le disais, c'est quelque chose qui s'installe avec le temps et donc quand on n'a pas eu l'habitude de cuisiner depuis des mois ou des années, qu'on pour X raisons, hein, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a le travail, parce que la famille était prenante. Enfin, je vous le disais, c'est à chaque fois des situations très personnelles, mais en tout cas, on en est là
et donc pour, améliorer tout ça, bah, ça prend du temps, il faut de l'accompagnement. Est-ce qu'il y a une part, je ne sais pas si on dit élevée, mais de personnes qui ont des troubles de la conduite alimentaire justement dans le cadre de l'obésité? Je veux pas vous dire de chiffres, c'est pas si fréquent que ça, en fait. Il y a des troubles des conduites alimentaires, mais pas tout le monde va auxquels tout le monde va penser comme, l'anorexie boulimie, mais c'est plutôt, de souvent on a de l'hyperphagie plutôt, c'est-à-dire qu'on Ouais. va manger des grosses quantités, mais c'est vrai qu'il peut y avoir parfois quand même, des troubles à type de boulimie pour des raisons, psychologiques parce que, on en parlait tout à l'heure, ça fait du bien de manger. Le sucre, c'est quelque chose de réconfortant aussi, faut pas se cacher les choses et donc ben, si ça apporte du bien, pourquoi pas, hein? Autre sujet que l'alimentation qui est pertinent aussi dans la prise en charge, c'est l'activité physique adaptée. Ça pareil, c'est quelque chose que vous mettez en avant dans les parcours? Mmh. Ouais, c'est aussi, c'est l'activité physique, c'est quelque chose de majeur et c'est, un quelque chose de hyper difficile. Pour des raisons, médicales et puis pour des raisons financières. On en revient encore à l'argent. Mais, pour des raisons pratiques, parce qu'on va pas dire à quelqu'un qui a, 40 d'IMC, «Bah, c'est facile, il y a la salle de sport en bas, il y a un tapis, puis vous allez courir». Parce que de ça, c'est le punir, c'est pas le prendre en charge sérieusement et puis il va pas y arriver, c'est le mettre devant un échec, donc c'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc faut de l'activité adaptée. Il y a beaucoup de fédérations sportives, faut leur rendre hommage, qui ont, fait des formations pour leurs, entraîneurs sportifs. Il y a beaucoup de clubs maintenant qui, font des séances de sport adapté. Il y a, du basket adapté, il y a, de la natation bien sûr, c'est adapté. Il y a, d'autres sports, je pensais au basket, mais il y a, d'autres sports collectifs qui font des séances adaptées. C'est essentiel de montrer que quelle que soit la situation dans laquelle on est, on peut dépenser de l'énergie. Le but, c'est de dépenser de l'énergie. Si on a mal aux genoux, bah, je suis sûr qu'on peut trouver, faire du vélo, en salle ou pas en salle, faire de la piscine, on peut y arriver. Aujourd'hui, il y a tous les, grandes enseignes, de sport qui vendent, des tout petits accessoires qui valent quelques euros et puis qui font des tutos sur leur site, Mmh. qui permettent de consommer de l'énergie. Donc cette consommation et cette remobilisation, en fait, du corps, elle est finalement assez facile. Enfin, elle est accessible même s'il y a ces histoires d'argent qui sont pas réglées. Donc il y a le chèque, ou le sport sur ordonnance qui est pas toujours réglé parce qu'on peut, en tant que médecin, prescrire, sauf qu'il y a pas de payeur derrière malheureusement, hein. L'assurance, maladie ne paye pas. Mais il y a quelques mutuelles quand même qui prennent en charge ce sport, sur ordonnance et encore une fois, il y a des clubs qui vont faire, quelques séances gratuites, puis après, qui permettent d'avoir, du sport encadré, quoi. Hem, Nous, ce qu'on propose, dans les parcours, c'est, de l'activité, sur prescription avec un kiné, qui va faire un peu d'éducation thérapeutique et puis une fois que le patient, il a compris en fait quels sont les exercices à faire, ben, il peut les reproduire, soit chez lui, soit dans une salle de sport parce que, avec ce bagage-là qu'on lui a donné, il peut évoluer un peu plus tout seul en autonomie, quoi. Ouais, Mais super. c'est essentiel. L'organisme, il marche, entre entrée et sortie, hein. Ce qu'on lui apporte, c'est des calories, il faut les consommer. Si on les consomme pas, bah, s'il y a un déséquilibre, bah, c'est sûr, ça on accumule, il stocke, lui, l'organisme, il fait son travail. Ouais, totalement. C'est une vision un peu simpliste, mais quand même, ça marche pas mal. Si déjà on a réglé ce problème-là de balance entre entrée et sortie, après on peut aller sur d'autres choses, d'autres problématiques. Mais ces problèmes-là, ils sont quand même au cœur, de la problématique de l'obésité. Ouais, c'est de faire de la pédagogie auprès du patient pour qu'il le comprenne et de s'adapter en fonction de cette situation. Oui et puis tout nous incite aujourd'hui, enfin, on est dans une société qui facilite un peu ces déséquilibres-là parce que, le temps de travail, l'inactivité physique, c'est quand même le quotidien de beaucoup de personnes, parce qu'on n'a pas 30 minutes, pour faire du sport tous les jours alors qu'on devrait et Ouais, puis, cuisiner tous les jours et faire de l'alimentation saine, c'est plus facile de profiter de tout ce qu'on a, devant les yeux quand on rentre au supermarché. Donc c'est tout un à effort, fait. C'est clairement un ça, effort. exactement. J'aimerais qu'on aborde un peu les solutions possibles qui existent, aujourd'hui. Donc qu'est-ce qui existe aujourd'hui auprès des patients et tout en sachant que tout est différent selon le profil, le parcours et la prise en charge? Bah, les solutions, elles sont, d'abord, j'ai envie de dire dans la motivation du patient. C'est,
on peut pas, le succès n'est obtenu que par le patient lui-même. C'est le patient face à lui-même et encore une fois, nous, on n'est que là pour l'assister. Donc c'est, quand on se lance là-dedans, cette aventure-là, quel que soit son niveau de sévérité, d'obésité, qu'on se destine à, un truc hyper compliqué de chirurgie, de traitements médicamenteux ou pas, il faut se dire: «Bon, maintenant, je change de vie». Donc ça, c'est première étape. Après, quels moyens? Bah, du moins lourd au plus lourd, ça peut être juste de l'équilibre hygiéno-diététique et de l'activité physique. Ou alors on a maintenant effectivement des médicaments qui sont hyper efficaces, mais qui, à mon sens, ne devraient s'imaginer qu'avec un accompagnement, très strict, des médecins, des diététiciens pour pouvoir, finalement être utilisés, comme on utilise une opération chirurgicale aujourd'hui. Une opération chirurgicale, elle se fait que s'il y a un suivi. Parce que sinon on sait que ça va pas marcher et que, quelques années après, le patient, il va revenir avec la même situation et j'ai envie de dire ces médicaments-là, s'ils se font sans, accompagnement, ben, malheureusement, on a des risques de reprogression du poids assez importants. Donc vous me posiez la question des moyens, j'ai envie de dire aujourd'hui, on est très riche de moyens. Grâce à toutes ces nouvelles molécules, on a un peu organisé la chirurgie aussi pour que ça parte pas dans tous les sens. Donc maintenant les choses, elles sont claires. On sait qu'il y a 2 grandes familles d'opérations qui sont validées en France et qui sont remboursées par la sécurité, sociale et donc le mieux, c'est, que, des spécialistes d'obésité se mettent autour de la table et discutent de chacun des dossiers et que le patient, il puisse, avoir une proposition sur mesure et qu'on fasse il y a pas de prêt-à-porter, il faut quasiment faire du sur mesure à chaque fois. Ouais, Et puis totalement. le sur mesure, c'est peut-être parfois simplement, un accompagnement psychologique qui va aider en fait, à ce que le patient, il soutienne ses efforts. Parce qu'il y a du découragement, parce que vous parliez de yo-yo tout à l'heure. Le yo-yo, c'est, j'ai envie, puis, c'est trop dur, j'arrête. Aussi et là, peut-être que juste un petit coaching psychologique, ben, il va permettre de maintenir cet effort-là. Donc vous voyez, des fois, c'est peut-être pas des médicaments ni de la chirurgie, mais ou ni du temps médical, mais peut-être, un suivi psychologique qui va permettre de maintenir ses résultats. Ouais, totalement. Et justement, est-ce que vous avez déjà, entendu via les patients justement des idées reçues sur, certaines solutions? Ah, il y a des patients qui viennent avec des demandes très précises. Alors je ne sais pas d'où elles viennent, peut-être, d'une connaissance ou alors sur le web, vous savez, il y a énormément Ouais, de trucs, hein. Donc il y a eu la vogue, des ballons intragastriques, il y a eu la OK. vogue, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Il y a très longtemps, mais les auditeurs là du podcast, peut-être ils sont beaucoup trop jeunes pour connaître ça, il y a la vague de l'anneau. L'anneau, ça a Ah été, non, oui. l'anneau gastrique, ça a été, il y Oui, a peut-être 20 ans, ou je me souviens plus, 25 ans de ça, c'était de la folie. Tout le monde voulait des anneaux et il y avait beaucoup de chirurgiens qui posaient des anneaux et on OK. s'est rendu compte que c'était pas une très bonne solution, hein. D'ailleurs, c'est plus trop recommandé, voire pas recommandé du tout. Donc faut se méfier des modes dans la lutte contre l'obésité, et puis, finalement, utiliser des trucs qui sont un peu éprouvés, avérés. En chirurgie, il y a eu des techniques aussi qui ont été, développées et finalement pour qu'on se rende compte qu'elles sont pas si terribles que ça et elles sont mises de côté maintenant. Donc, méfiance des modes et des, solutions faciles. Ouais, Il y a c'est ça. j'ai envie de dire, il y a que enfin, c'est pas très positif peut-être ce que je vais dire, mais il y a que de la souffrance et des épreuves à attendre de ce parcours-là, mais il y a un tel beau résultat à la fin Mmh. que ça vaut vraiment le coup de se battre, quoi. Ouais, bah, faut se dire que c'est pas un parcours facile, mais Non, qu'il ça vaut faut se vraiment mettre dedans. le Ouais, ça ouais, enfin les témoins il y a rien de plus beau que les témoignages des patients, ouais. Mmh hem, mh. qui vous disent que, enfin, ils ont soit des enfants, soit des petits-enfants et quand ça redevient possible de jouer avec eux et de leur courir après au parc Totalement. ou de le faire bah, là, juste vous avez fait le boulot et vous êtes content, quoi. Mmh. Ah, c'est clair. Moi, il y a je dois avouer que, je suis des patients pendant hyper longtemps et il y en a certains que je vois au moins à long terme une fois par an. Il y en a certains, dans le flux de patients que je vois, je me souviens plus pourquoi ils viennent me voir en consultation et quand ils rentrent, dans mon box de consultation et que j'ouvre le dossier et que c'est un patient, je me dis: «Ah mais lui ou elle a été opéré d'obésité» et que vraiment c'était, même pas un souvenir parce que il y a plus du tout aucune, trace de ce passé-là, Mmh ben, mh. je pense qu'on est content aussi, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est pas une question d'aspect physique, c'est, un patient qui bouge, Mmh. qui vous raconte leur vie, c'est génial, quoi. Ils ont Ouais. changé de vie, ils changent vraiment de vie, hein.
Ouais. Mais justement, ils viennent avec, dans les attentes, pardon, principales, des patients, c'est ça, c'est: «Je veux Ouais, retrouver la vie c'est d'avant» ça. ou «Je veux retrouver une vie où je suis plus à l'aise, moi, avec mon corps». L'autonomie, c'est un gain Mmh. d'autonomie. Qui demande OK. les pour l'essentiel, c'est un gain d'autonomie. Pour plein de raisons. C'est je vous ai dit, ça peut être Mmh. familial, parce qu'il y a des enfants derrière, ça peut être aussi professionnel, parce que c'est difficile et que les contraintes professionnelles, ils peuvent plus les assumer. Ça peut être, comment? Un vécu esthétique, la dépréciation de soi-même, des personnes qui veulent plus C'est se ça. voir, comme ils sont. Donc les motivations là, c'est pareil, elles sont assez riches et diverses, mais, il y a pas de bonne ou de mauvaise raison là. Une fois que la motivation elle est là, c'est le plus important, quoi, hein. Ouais, et du coup, le frein principal que peut y avoir justement, c'est la motivation du patient, c'est ça, dans le Ouais, parcours? parce que souvent, hem, souvent il y a eu des précédents, c'est-à-dire qu'il y a eu Mmh. des tentatives de perte Mmh. de poids et elles ont pas réussi. Et donc faut voir pourquoi elles ont pas réussi. Peut-être est-ce qu'il y a eu un événement traumatique de la vie? Est-ce qu'il y a eu une raison ponctuelle, pour une patiente, une grossesse qui fait que il y a eu un rebond et c'était pas facile de reperdre après? Faut analyser un peu ça, comprendre ce qui s'est passé et puis voir si c'est pas juste de la démotivation effectivement et si c'est de la démotivation, la base de l'entretien avec le patient, c'est la question qu'on lui pose, c'est: «Qu'est-ce qui va faire que cette démotivation va pas revenir, quoi?» Ouais. Et comment on peut faire pour vous aider, là-dessus? Mais c'est comme arrêter de fumer, hein, ça vient de soi-même d'abord. C'est un Mmh. combat contre soi-même. Ouais. Mmh. Totalement. Et j'imagine que l'accès justement à ces parcours, il est pas forcément équitable sur tout le territoire, ou Ouais. est-ce qu'il y a des CSO, partout en France? Il y a des centres Mmh. spécialisés de lutte contre l'obésité partout, parce qu'il y a une cartographie nationale, bien sûr. Mmh. Ils ont pas vocation à traiter les patients dans la graduation dont on parlait au Ouais. début du podcast, hein, en tout cas, le fait d'être pris en charge dans un CSO, c'est le patient qui a le plus de besoins et donc Mmh. qui a le plus de sévérité. Donc, typiquement, c'est plus le médecin traitant et c'est pas le médecin spécialiste qui va s'occuper il est déjà dépassé, donc on l'oriente Mmh. vers un CSO. Mais oui, ils ont là ils existent dans tout le territoire et surtout ils sont chargés autour d'eux de construire un réseau de centres, avec lesquels ils peuvent travailler. Donc il y a des centres partout. Il y a pas de coordination par contre, c'est vrai, tout à fait, uniforme sur le territoire national et vous allez avoir des régions et des territoires où vous allez avoir, des vrais, parcours coordonnés et puis il y en a d'autres où vous allez trouver, peut-être des spécialistes un tout petit ou des médecins un peu plus isolés et Ouais, c'est pour ça. lesquels vous allez avoir un peu plus de mal et le patient, il va faire lui-même son parcours. Ouais. C'est en train de je pense que, hem, avec les arrivées des médicaments, il y a des nouveaux réseaux à construire, Mmh. parce qu'il faut intégrer ces prescriptions-là, à mon sens, dans le parcours et ce soit plus uniquement des parcours c'était longtemps des parcours chirurgicaux pour Ouais. construire, amener vers la chirurgie et là, maintenant, faut sans doute intégrer ces médicaments dans la stratégie de lutte et ils soient, proposés aussi, dans les centres de lutte contre l'obésité, ouais. Ouais. OK. Super. Pour terminer ce podcast, du coup, j'ai 2 dernières questions. Je voulais savoir quels conseils vous donneriez justement à une personne qui se sent concernée justement par l'obésité, mais qui ne sait pas par où commencer? Alors c'est pas parfois pas toujours facile à lire, mais le site de la Haute Autorité de Santé, la Ouais. HAS, il est quand même bien fait, hein et il y a des fiches simplifiées, Ouais. qui sont accessibles à tous les patients et j'ai envie de dire, là, c'est de l'info transparente, il y a pas de fake news et c'est des choses qui sont validées par des comités scientifiques hyper sérieux. Pour avoir moi-même écrit des recommandations, dans d'autres domaines pour la Haute Autorité de Santé, je peux vous dire que c'est un énorme travail, c'est hyper rigoureux, on peut pas se tromper, c'est vraiment l'état de la science à l'instant où on l'écrit. Donc la vraie info, elle est sur les sites institutionnels, Haute Autorité de Santé. Sur le site de Santé Gouv, il y en a aussi des infos là-dessus. Donc Ouais. allez piocher l'info, sur les sites, Officiel. institutionnels. Alors Mmh. les podcasts, c'est très bien aussi, je dis pas l'inverse, hein, mais ils sont tous, il y en a des plus ou moins sérieux. Donc faut écouter les sérieux. Mais la HAS, moi je vous recommande ça, surtout qu'il y a, cette, clarification sur les parcours. Il y a des mises au point importantes sur la chirurgie Mmh. et je crois que tous les patients, qui, pensent à un moment ou à un autre à la chirurgie doivent à tout prix regarder ce qui est vraiment écrit sur le site de la Haute Autorité de Santé parce qu'ils
il faut pas faire différemment parce que ce qui est écrit sur la Haute Autorité de Santé, ça a un seul but, que la chirurgie rende service aux patients. Donc si on n'est pas dans ce cadre-là, ça veut dire Mmh. que le service rendu aux patients, il est pas au rendez-vous. Ouais, OK, parfait. Et du coup, comment vous voyez, vous, l'avenir justement de la prise en charge, de l'obésité en France? Ben, je crois que dans la boîte à outils, on a, maintenant des nouvelles choses. Il y a des médicaments en plus de tout ce qu'il y avait, dans notre boîte à outils, la Mmh. diététique, l'activité physique, l'endocrinologie, la chirurgie et je crois qu'il faut vraiment que les communautés, professionnelles continuent à travailler encore plus ensemble, elles se mettent Mmh. en réseau pour que les patients, puissent bénéficier de ces discussions, ces staffs d'obésité, que les staffs d'obésité, ce soit plus uniquement des staffs pour opérer les patients et valider qu'on fait de la chirurgie, mais qu'il y ait de plus en plus de communautés médico-chirurgicales de lutte contre l'obésité, que on puisse ouvrir la porte à la prise en charge de la diététique, parce que sans diététique, on n'y arrivera pas. Et qu'on continue aussi la prise en charge du sport. Sport, diététique, approche multidisciplinaire, je crois que c'est les messages clés. Ouais. Parce que, et puis commencer très tôt. Aussi parce que je vous ai dit tout à l'heure, de plus en plus, la moitié de la population en surpoids, en obésité, de plus en plus de jeunes, voire d'adolescents. Ouais, Donc c'est pour ça. expliquer ce que c'est que l'obésité, parler de nutrition dès le collège ou le lycée, parce que c'est là que le match se perd ou se gagne. Mmh. Et puis, les jeunes, qui sont au collège ou au lycée, c'est aussi les porte-parole, de ces messages-là auprès de leur famille. Parce que si on arrive, eux, à leur faire passer le message, bah, ils l'apporteront à leurs parents et puis, si c'est eux qui font le menu de la semaine à la maison, bah, c'est pas mal. Ouais, super. Et ben, on va terminer sur ces belles paroles. En tout cas, merci Merci à beaucoup, vous. pour votre temps. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez. Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.